Bonjour à tous, moi c'est Martin. Vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophélie et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion. Et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Quel honneur d'avoir interviewé Julien Liseroux, grand skieur alpin français. Vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle ces derniers temps ? Julien vient tout juste de prendre sa retraite. À 41 ans aujourd'hui, il nous confie avoir l'envie de tourner la page et de prendre le temps. Mais revenons à ses débuts. Issu d'une famille de sportifs passionnés, originaire de Moutier en Savoie, Julien monte pour la première fois sur des skis à 2 ans. Grâce à ses capacités physiques, son mental d'acier et son amour pour le sport, Julien va rapidement se tourner vers la compétition, ce qui l'amène à intégrer l'équipe de ski alpin française à 20 ans. Rappelons tout d'abord que le ski alpin olympique se compose de 5 disciplines, dont le slalom où Julien excelle. Concentrons-nous sur l'épreuve du slalom. Le but est de descendre le plus rapidement possible un tracé composé de portes. Les portes, elles, sont fictives. Elles sont marquées par des piquets rouges et bleus alternativement. L'épreuve du slalom se déroule sur une seule et même journée et se compose de 2 manches. C'est la somme des temps des 2 manches qui permet de classer et déterminer le gagnant de la course. Le 23 janvier 2000, l'année de ses 21 ans et le jour de l'anniversaire de sa maman, Julien fait pour la première fois de sa carrière la descente de Kitzbühel en Autriche, descente mythique pour tous les grands skieurs. Et, 9 ans plus tard, le 25 janvier 2009, il remporte pour la première fois une étape de la Coupe du Monde sur cette même descente au pays du ski. Vous l'avez compris ? C'est sur cette gagne qui a une saveur si particulière que Julien revient avec nous aujourd'hui. Et sur bien d'autres anecdotes encore. Merci pour ce moment exceptionnel, Julien. Très bonne écoute, les winners. Bonjour Julien. Bonjour. Merci infiniment de nous avoir accueillis ici chez toi. On est à Albertville donc et on vient de se prêter un petit défi gagne. Tu nous as un peu mis la pâtée, mais bon. La loose podcast. C'est le jeu, donc voilà, on assume. On a quand même fini 2e, 3e et 4e, c'est pas mal quand même. Et voilà. je vous tire un grand coup de chapeau parce que c'était quand même des conditions pas faciles et surtout la piste avait beaucoup marqué, quoi. Donc pour tous ceux qui voudront aller voir notre défi gagne, pas de problème, il sera sur Instagram. Julien, je vais te demander donc de te présenter s'il te plaît pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, même s'il y en aura sûrement pas beaucoup, mais voilà, je te laisse la parole. Alors je m'appelle Julien Liseroux, j'ai 41 ans, je suis un tout jeune retraité. Alors je suis très vieux dans mon sport, j'ai été très vieux dans mon sport, mais je suis très jeune à la retraite. Je suis originaire de La Plagne et j'ai passé plus de 20 ans en équipe de France de ski alpin. Bonjour Julien, merci de nous accueillir chez toi, donc à Albertville. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton palmarès ? Alors mon palmarès, j'ai gagné la Coupe Panzani quand j'avais 7 ans à La Plagne sur le stade. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la course qui m'a le plus marqué. Et sinon, je vais faire un peu succinct, mais j'ai gagné 3 Coupes du Monde en slalom. En 2009, en 2010. J'ai terminé 2e en 2010, 3e du classement général de la Coupe du Monde de slalom. Et puis j'ai remporté 2 médailles d'argent au championnat du monde de Val d'Isère en 2009 et une médaille d'or par équipe au championnat du monde de Saint-Moritz en 2017. Une carrière quand même très bien remplie. Une carrière très remplie avec des hauts, quelques-uns, mais des très hauts, beaucoup de bas, mais finalement comme tout le monde, et surtout avec toujours le bonheur et l'envie et le plaisir de pouvoir faire du sport de haut niveau, et puis de pouvoir surmonter tous les obstacles que le sport offre, et notamment le ski alpin qui est un sport assez traumatisant à tous ses pratiquants. Tu nous parles de ski alpin, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce sport ? Alors moi c'est assez simple, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais gamin. Je suis né à Moutier, mes parents ils habitaient à La Plagne tous les hivers, ma maman monitrice de ski, prof de gym, mon papa prof de gym, moniteur de ski, guide de haute montagne. Donc j'ai fait comme tous les gamins de station, je suis rentré au club des sports, donc déjà je suis monté sur les skis à l'âge de 2 ans, et puis ensuite je suis rentré au club des sports dès que j'ai eu le droit à l'âge de 7 ans, et aujourd'hui j'en ai 41, je suis toujours licencié au club des sports de La Plagne. Et puis après c'était un cursus qui s'est fait vraiment naturellement, j'ai franchi les étapes
étapes, les courses jeunes. Alors avant c'était catégorie poussin, benjamin, minime, junior. Et puis j'ai franchi tous les échelons petit à petit. Puis je suis rentré en équipe de France à l'âge de 20 ans. Puis voilà, j'ai assez vite percé sur le circuit. J'ai eu pas mal de blessures comme grand nombre de skieurs. Et ma carrière s'est terminée donc au mois de janvier cette année en 2021. C'est vraiment le seul sport qui t'a attiré depuis ton plus jeune âge? Alors pas du tout. Ah, t'as testé d'autres sports? Alors pas forcément en compétition, mais en tout cas, je suis un vrai fan de sport, aussi bien dans la pratique que dans le canapé, comme nous? Le canapé, ouais, vraiment. Et je suis un vrai supporter et tout ça, mais par contre, j'adore le sport, j'adore les sensations que ça procure, j'adore le dépassement de soi et ainsi de suite. Et du coup, je pratique énormément de disciplines. Et finalement, le ski, c'est génial parce que l'entraînement sur les skis représente peut-être 20-30% de la préparation globale, et tout le reste, ça peut être de l'entraînement en salle, mais c'est surtout de l'entraînement outdoor. Et moi, c'est ce qui me plaît. Donc, j'ai touché à tout depuis que j'étais tout gamin, grâce à mes parents. Et maintenant que je viens d'arrêter ma carrière, je pense que je vais continuer de toucher à tout parce que c'est vraiment ça qui me plaît, quoi. Tu parles d'entraînement quotidiennement, c'était tes entraînements quand tu étais en haut niveau ski alpin? Bien sûr, ouais, le ski alpin, ce que je vous disais juste avant, c'est que l'entraînement sur les skis, ça représente une toute petite partie en termes de quantité. Alors si on va vraiment plus loin, une grosse séance d'entraînement en ski alpin, dans une matinée, c'est 10 minutes. 10-15 minutes. Je parle vraiment d'entraînement effectif. C'est-à-dire que l'entraînement où on est dans les portes, où on s'entraîne. Tout le reste, c'est de la remontée mécanique, de la tente, de la récup, ainsi de suite. Donc on a un sport finalement qui est très compliqué parce qu'en plus pour aller s'entraîner sur les skis, il faut se déplacer, il faut avoir des bonnes conditions, il faut que la météo elle soit clémente, ainsi de suite. Donc ce laps de temps-là, il est très très court. Et par contre, le temps d'entraînement physique, lui, il est beaucoup plus long. Donc il y a toute la partie un petit peu plus foncier sur le printemps et le début de l'été. Et puis ensuite, plus on va se rapprocher du début de la saison, plus on va avoir des activités qui vont être de plus en plus courtes et de plus en plus intense. En fait, vous adaptez votre entraînement pour la compétition. Exactement. L'idée, c'est qu'on fait un sport saisonnier. Donc, la début de saison, c'est... Elle dure combien de temps, la saison? Alors, c'est début novembre, à peu près, la première course. Et la dernière, c'est fin mars. Donc le laps de temps est assez court. Il y a des périodes où on a beaucoup de courses dans un laps de temps hyper réduit. Il y en a où, des fois, pendant 3 semaines, 1 mois, tu cours pas. Donc voilà, tout ça, il faut le gérer. Et l'idée, c'est que ta préparation, elle te sert quand même à être performant sur les compétitions. Donc l'idée, c'est de monter en puissance sur toute la préparation de l'été et de l'automne et d'arriver prêt au début de la saison. Et cet entraînement, c'est toi qui le mets en place ou tu as un coach? Alors non, en ski alpin, on fonctionne que en équipe de France. C'est-à-dire qu'on appartient à un club, mais en fait, notre club, c'est notre club formateur qui nous a fait progresser quand on était gamin. À partir du moment où on rentre dans l'élite et en équipe de France, on fonctionne à 100% en équipe de France. Et donc, on appartient à des groupes. Donc, il y a le niveau A, qui est le niveau de la Coupe du Monde, le niveau B, qui est le niveau de la Coupe d'Europe, et le niveau C, qui est finalement les catégories juniors. Et en fait, dans chaque groupe, il y a des entraîneurs, il y a un kiné, un préparateur physique. Et à partir du moment où on est en déplacement et en stage, tout le monde est présent. Et quand on n'est pas en stage, on est à la maison ou qu'on est en préparation physique, à ce moment-là, on a un préparateur physique qui est dédié pour chaque groupe. D'accord. Et qui nous organise les séances, et ainsi de suite. C'est un entraîneur pour un groupe. Exactement. Vous entraînez tous ensemble. Exactement. Sur les groupes Coupe du Monde, c'est entre 5 et 10 athlètes. Sur les groupes Coupe d'Europe, il y en a un petit peu plus. Ça peut être entre 10 et 15. Donc on allait un petit peu vite sur l'équipe de France. Tu as découvert très tôt que tu avais des aptitudes pour... Alors en fait, moi, j'avais pas forcément des aptitudes pour le ski, mais j'avais des aptitudes pour le sport. C'est pas que j'avais un talent inné, j'aime pas le terme talent, on dit ouais mais lui il est talentueux, ça veut dire que c'est du tout cuit et qu'en fait il a rien fait. Moi c'est juste que notre éducation, quand je dis notre éducation, c'est mon frangin, ma petite sœur et ainsi de suite, c'était le sport outdoor, le sport plaisir, connaître son corps, savoir comment il fonctionne. Et du coup moi j'ai fait du sport tout le temps, quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, au lycée, j'ai fait du sport. Et parallèlement à ça, j'avais quand même choisi le ski en tant que sport principal de compétition. Mais finalement, comme le ski, c'est une somme de plein d'aptitudes que tu développes quand tu vas faire du vélo, que tu développes quand tu vas courir en montagne, que tu développes quand tu fais des sports co et ainsi de suite. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai développé toutes mes aptitudes. Et après, comme j'avais attaqué le ski étant tout gamin, j'ai mis tout bout à bout et puis ça a fait un skieur correct. Pour rentrer en équipe de France, alors faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut gagner? Est-ce qu'il faut être... Faut avoir des résultats. En fait, on a un sport
où il y a énormément de paramètres. Et en fait, ces paramètres, ils existent que t'aies 15 ans ou que t'en aies 35. Que tu sois la course régionale de Pimpin, entre guillemets, sans être péjoratif, à la course de Coupe du Monde. Faut gérer les conditions de neige, la visibilité, la météo, ta forme physique, ta forme mentale, ainsi de suite. Donc, il y a énormément de choses à gérer. Et en fait, pour rentrer en équipe de France, faut faire partie de l'élite de ta catégorie, tout simplement. Donc, moi, quand je suis rentré en équipe de France, il n'y avait pas de groupe junior. Donc, on rentrait directement quand on était senior. Donc, c'est-à-dire après 18, 19, 20 ans. Alors que maintenant, notamment chez les filles, il y en a qui rentrent en équipe de France, elles ont 15, 16, 17 ans, donc ça rentre beaucoup plus tôt. Après, il y a le niveau national, mais il y a aussi le niveau international et le niveau mondial, donc il faut faire partie de l'élite, quoi, tout simplement. Et après, il y a des quotas, des sélections, et en fait, il y a des sélections à chaque étage. Est-ce que toi, dans ta tête, c'est un objectif tout de suite d'être en équipe de France, d'intégrer cette équipe de France? Alors non, moi je pense que mon objectif quand j'étais gamin, je me rappelle bien, j'étais dans les galeries à la Plagne, je sortais du club, il y avait les Coupes du Monde qui passaient à la télé, donc j'étais dans les galeries, je regardais ça, et c'est sûr que je regardais les courses à Wengen, les courses à Madonna, les courses à Kitzbühel, et c'était génial, quoi, c'était cool. Et puis quand t'es dans un club, forcément, tu rêves, ou en tout cas tu t'inspires de ce que tu vois à la télé, des grands champions. Donc je me suis jamais dit que je rêvais de ça, mais en tout cas je me suis dit que ce serait cool de pouvoir y arriver. Mais j'étais pas comme certains gamins qui disent moi j'ai toujours rêvé d'être champion. Non, moi j'ai toujours voulu faire du ski en fait. Mais peu importe le niveau, l'échelle, à partir du moment où je suis sur les skis, en général je suis content, donc voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes disciplines ? Bien sûr, alors dans le ski alpin, il y a on va prendre les 5 disciplines majeures. Donc la discipline la moins rapide, le slalom spécial, qu'on appelle maintenant slalom, c'est un piqué simple. Et en fait, c'est des virages très courts, on a des skis qui mesurent 1m65. Le revêtement est toujours très glacé et l'idée du ski en fait, c'est qu'il y a un enchaînement de portes et c'est celui qui arrive le plus vite en bas qui gagne. Donc le slalom, c'est 2 manches. On qualifie les 30 premiers skieurs pour la deuxième manche. L'ordre de départ est inversé lors de la deuxième manche. Donc c'est-à-dire que celui qui a gagné la première manche, il part 30e. On additionne les temps des 2 manches, celui qui a fait le meilleur temps, il a gagné. Le slalom géant, c'est la même chose, si ce n'est que les skis, ils font 1m90, alors qu'en slalom, ils font 1m65. Les virages sont beaucoup plus larges parce qu'on est entre 25 et 30 mètres de rayon. Et les règles, c'est exactement la même chose. 2 manches, les 30 sont qualifiés, on inverse les 30, le temps total des 2 manches, le vainqueur. Ensuite, on a le super G. Donc le super G, c'est à cheval entre le géant et la descente. Donc on a des skis qui font plus de 2 mètres. On a des rayons de courbe qui sont au-delà de 35 mètres. Des vitesses qui peuvent largement aller au-delà des 100 km/h, voire 120, 130. Et là, par contre, il y a une seule reconnaissance le matin, une seule manche, et celui qui fait le meilleur temps, il gagne. Et la dernière discipline, c'est la descente. Donc là, la descente, il y a des entraînements au préalable qui sont obligatoires en conditions course. Donc au moins un entraînement, mais en général c'est entre 2 et 3 entraînements. Et ensuite on fait une course, et celui qui a gagné, c'est celui qui va le plus vite. Et la dernière discipline, c'est le combiné alpin, où en fait tu fais une manche de descente ou de super G, et une manche de slalom. Donc ça récompense un skieur qui est polyvalent, on additionne les temps et ainsi de suite. Et puis maintenant, il y a eu des parallèles, ainsi de suite et tout ça, mais vraiment le socle du ski alpin, ce sont ces 5 disciplines. Et donc quand t'es jeune, tu fais donc toutes ces disciplines ? Alors oui, je pense que c'est important d'être polyvalent, déjà d'une parce que chaque discipline t'apporte. Le slalom, ça va être un petit peu plus technique, un peu plus explosif. La vitesse, ça va être plus la prise de risque, le toucher de neige, ainsi de suite. Donc c'est important de toutes les pratiquer. Après, en général, on se dirige. Moi, on me demande toujours pourquoi tu as choisi le slalom. Moi, j'ai pas choisi le slalom. C'est le slalom qui m'a choisi. C'est que, en fait, tu te diriges forcément vers la discipline dans laquelle t'es le meilleur, ou pour lequel tu as le plus d'aptitude, quoi. Donc ça se fait plutôt logiquement. Après, sur le circuit de la Coupe du Monde, il y a quand même 2 grosses catégories. C'est le technicien qui va faire plutôt du slalom et du géant, et le descendeur, entre guillemets, qui va faire plutôt de la vitesse, donc du super G et de la descente. Après, il y a des skieurs très polyvalents qui arrivent à tout faire, et il y en a qui sont hyper spécialisés, qui font qu'une seule discipline. Et donc toi, ta spécialité, tu l'as dit, c'est le slalom. Alors moi, c'était le slalom, parce qu'il faut parler à l'imparfait, même si ça fait un peu couler les larmes et tout ça. Mais donc c'était le slalom, mais j'ai aussi fait un petit peu de combiné, j'ai aussi fait un petit peu de géant. J'ai jamais été très bon géant. J'adorais la descente, mais en fait, j'étais pas un grand glisseur. Il faut quand même avoir un petit peu une science de la neige en vitesse. Mais moi, j'avais pas peur, et du coup, il y avait le combiné était plutôt pas mal, parce qu'en fait, les différences se font quand même surtout sur le slalom et un peu moins sur la descente. Donc du coup, j'ai pu faire du combiné aussi. Maintenant que tu nous as expliqué toutes les disciplines olympiques, je crois, c'est ça, c'est les exactement. 5 disciplines olympiques. On va revenir sur ta gagne, celle qui t'a le plus marqué. Est-ce que tu peux nous dire laquelle c'est ? Alors ouais, c'est assez facile, je crois que je me rappelle même de la date. Je crois que c'est le 25 janvier 2009.
Et en fait, c'était à Kitzbühel, c'était le slalom de Kitzbühel en Autriche. Donc en ski alpin, Kitzbühel, c'est ce qui se fait de mieux, c'est l'histoire du ski, c'est la Mecque. Déjà l'Autriche, c'est vraiment le pays du ski alpin. Et la station de Kitzbühel, c'est une station très chic, très huppée en Autriche. Et il y a quasiment 100 000 spectateurs sur les 3 jours de compétition. Et ça respire ski. Et moi, c'est une course qui m'a fait rêver depuis que je suis tout gamin. On est en 2009, donc en Autriche, à Kitzbühel. Et tu es sur le parcours que slalom ou tu es sur le combiné? Non, cette année-là, j'ai fait vraiment que le slalom, donc les 2 manches du slalom. Et en fait, j'ai une petite histoire personnelle avec cette station de Kitzbühel, c'est qu'en fait, en 2000, j'ai fait ma première Coupe du Monde là-bas. Alors c'était le 23 janvier 2000, pourquoi je me rappelle? Parce que c'est le jour d'anniversaire de ma maman, donc c'est assez facile. Et en fait, en 2000, j'ai fait ma première Coupe du Monde à Kitzbühel. Et donc, 9 ans jour pour jour après, non seulement j'ai gagné la course, mais en fait, c'était mon premier podium en Coupe du Monde. Et plus qu'une victoire, c'était un doublé parce que Jean-Baptiste Grange a terminé 2e. Donc voilà, il y avait énormément de choses réunies pour que ce soit une belle fête et ouais, il y avait beaucoup d'émotions sur cette course-là. Ne pleurez pas tout de suite. Hein. Ah ouais, Donc on va se replonger en 2009 à Kitzbühel. Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous rappeler le slalom, le nombre de portes que tu dois passer? Alors bon, j'ai une grosse mémoire, mais là je m'en rappelle pas. Du nombre de portes. Donc ça veut dire que c'est jamais le Alors non, justement. Même. Pour tout à l'heure, on parlait un petit peu du ski, comment ça fonctionne. Alors un slalom de Coupe du Monde, en fait, il y a 2 manches qui sont tracées l'une après l'autre. En fait, nous on arrive le matin, on va faire la reconnaissance de la première manche. Donc on a entre 30 et 45 minutes pour reconnaître, c'est-à-dire on descend en dérapage dans les portes et on essaye de mémoriser le tracé. Donc faut mémoriser les mouvements de terrain, la qualité de la neige, les changements de rythme, les changements de pente et ainsi de suite. La particularité de cette piste de Kitzbühel, c'est que c'est exactement la même piste depuis 70 ans ou 80 ans. C'est un peu une piste, moi je dis d'agriculteur ou de fermier, quoi, comme ils disent là-bas. Et en fait, c'est vraiment des mouvements de terrain complètement naturels et elle est difficile. Il y a des passages de route, il y a des passages très raides, il y a des passages en dévers, ainsi de suite. Donc c'est quand même une piste qui est qualifiée d'extrêmement difficile. Et en général, les tracés dessus sont assez exigeants. Donc reconnaissance le matin. Donc en général, pour donner un ordre d'idée, le départ de la première manche c'est à 10h. La reconnaissance c'est, je vais dire une bêtise, de 8h15 à 9h. Donc on fait cette reconnaissance, on s'échauffe, ensuite on monte au départ et on fait notre première manche. Kitzbühel c'est une piste assez courte, c'est-à-dire entre 60 et 65 portes, entre 50 et 55 secondes. Après le ski, on se dit qu'on est porté par la pente, que c'est pas très physique. Quand on arrive en bas d'une manche de slalom de Coupe du Monde, la fréquence cardiaque elle est quasiment à la fréquence max. Donc c'est un sport qui est extrêmement demandant musculairement. Et au niveau énergétique avec l'acide lactique, donc on monte quand même vraiment solide. Donc voilà, c'est tous les paramètres, c'est tout ce pourquoi on s'entraîne beaucoup physiquement. Et Kitzbühel, c'est une piste difficile sur le circuit de la Coupe du Monde de slalom. Vous parlez en porte et pas en distance de piste. Exactement. C'est ça, est-ce qu'il y a une distance minimale pour, par exemple, alors en fait, il y a des règlements, donc la Fédération internationale de ski, il y a des règlements qui sont très stricts pour tout. Le seul règlement qu'il y a en slalom, c'est qu'il y a un dénivelé minimum de la piste et un dénivelé maximum, c'est-à-dire que la différence d'altitude entre le départ et l'arrivée, je connais pas tout, mais ça doit être minimum de 150 mètres et maximum de 220 mètres. Et ensuite, ils ont fait des calculs de cosinus, d'hypoténuse, de machin, c'est incompréhensible, où en fait, en fonction du dénivelé, tu dois mettre un certain nombre de portes. Donc plus ta pente elle est raide, plus tu vas avoir des portes serrées. Mais on n'est pas sur une distance qui est la même sur tous les. Pas du tout. Non. Chaque chaque piste a ses particularités. La plus longue descente du circuit, elle fait quasiment 5 km avec des vitesses. La vitesse max, c'est plus de 160 km/h, donc ça fait quand même très rapide. Hein. Oui. Et en slalom, on n'a pas du tout ce genre de vitesse. On est plutôt, alors on n'a jamais trop mesuré, mais entre 50 et 60 km/h, peut-être 60 des pointes à 70. Par contre, le revêtement, lui, c'est pas du tout de la neige, surtout à Kitzbühel. La neige, elle est injectée avec de l'eau, avec des grosses lances à incendie, et en fait, c'est du carrelage, c'est-à-dire du carrelage. La dernière fois que vous êtes allé à la patinoire faire du patin à glace, c'est exactement la même chose, si ce n'est que la pente. Pourquoi vous êtes sur des skis alors? Vous pouvez pas prendre des patins à glace? Non, parce que le patin sur le plat, c'est génial, mais dans la pente, c'est pas du tout assez stable. Donc nous, notre matériel, il est vraiment développé, avec des cars qui sont affûtés comme des lames de rasoir pour pouvoir accrocher sur ce genre de revêtement. Est-ce que ça a une influence vraiment qui est importante? On parle du fartage des skis. Alors, le fartage, il a une grosse influence sur les disciplines de vitesse. Oui. Parce qu'il faut savoir que, pour reprendre depuis la base, un ski glisse sur la neige parce qu'il chauffe la neige, qu'il la fait fondre, qu'elle se transforme en eau et que donc le ski glisse.
En slalom, le fartage, je vais pas dire qu'il a pas d'importance, mais il a très peu d'importance, alors que la qualité du ski et l'affûtage des skis est primordial. Le ski alpin, c'est un vrai sport mécanique. Il n'y a pas de moteur. Mais par contre, c'est exactement comme la Formule 1 ou comme le rallye. Le développement du matériel, les réglages sont hyper importants, aussi bien au niveau des chaussures que des fixations, ainsi que les interfaces qui relient la fixation au ski et que le ski. Et vraiment, il y a des écarts qui sont monstrueux. Et finalement, le métier de skieur, c'est de skier, mais c'est aussi de développer le matériel avec les équipementiers. Et vous, du coup, donc c'est l'écart, c'est ça, c'est ce qui permet de prendre un virage? Exactement. Non, l'écart, en fait, il y a le ski, il a la semelle qui glisse, et de chaque côté de la semelle, il y a une carre qui est en alu ou en fer, enfin qui est affûtée comme un couteau. Et si je prends mon ski et que je fais comme ça sur votre jambe, je vous coupe la jambe en deux, quoi. C'est très très dur. Faut que ça puisse s'accrocher sur de la vraie glace. Donc du coup, chaque skieur de haut niveau, il a un technicien qui lui prépare son matériel, la même chose que le mécanicien dans les sports automobiles. On va se replonger donc dans ce week-end en Autriche à Kitzbühel. Vous êtes combien au départ de ce slalom? Chaque Coupe du Monde, on est entre 65 et 80 athlètes, à peu près. Et il y en a que 30 qui sont qualifiés pour la deuxième manche. Donc toi, ton objectif, c'est d'être dans les 30 à la fin de la première manche. Alors oui, mais après, quand tu joues les premiers rôles, si t'es 30e de la première, ça veut dire que tu as un écart de temps qui est déjà important avec le premier et qui devient très compliqué à rattraper à la deuxième manche. Donc l'idée, c'est d'être devant le maximum, quoi, de faire des écarts dès la première manche. Et donc moi, j'ai une question toute bête. Sur la première manche, comment tu sais quand est-ce que tu pars? Est-ce que c'est par rapport à ton classement d'avant, ton classement général de Coupe du Monde? Alors, je vous ai dit, la FIS, la Fédération Internationale, c'est très compliqué. Donc en fait, en Coupe du Monde technique, on prend le classement mondial, qui est réactualisé à chaque course. Les 7 premiers, leurs dossards sont tirés au sort entre le dossard 1 et 7. Ensuite, de 8 à 15, c'est la même chose, tiré au sort de 8 à 15. Parce qu'en fait, il y a vraiment un premier groupe, on dit les 15 meilleurs du monde. Donc les 15 meilleurs du monde partent les 15 premiers. Ensuite, de 16 à 30, c'est le classement qui suit après, mais ils sont pas tirés au sort, ils partent dans l'ordre. Et après le 30, c'est un classement mondial aussi, mais qui est pas le classement de la Coupe du Monde, qui est le classement à par points, qui fait foi. Voilà. Donc finalement, les meilleurs, à la première manche, ils partent toujours devant. Toi, tu te souviens de ton classement? À la première manche? Ah ouais, je me rappelle très bien. Alors en fait, je fais une assez grosse faute sur le haut du parcours de la première manche. Quand je dis une assez grosse faute, c'est qu'en fait, on part, c'est tout en dévers, il y a un petit passage de route, et moi en fait, je me fais trop alléger sur le passage de route. Et la première porte double, je suis obligé de freiner, quoi, sinon je peux pas passer. Et du coup, j'arrive au premier intermédiaire, j'ai déjà perdu 1 seconde, ce qui est quand même assez énorme. Et du coup, je me dis, de toute façon, c'est fait, je descends jusqu'en bas, et puis finalement, j'arrive en bas, je suis à 1 seconde. Après, il y en a un qui fera une très très grosse manche et du coup, je serai 7e de la première manche à 1 seconde et demie. Ce qui, dans notre sport, peut être vraiment rédhibitoire. Donc, du coup, je suis placé, mais très difficile de jouer les premiers rôles. Alors, justement, quand tu fais ta descente, c'est quoi la technique pour faire une bonne descente? Est-ce qu'il faut beaucoup se relâcher ou au contraire, est-ce qu'il faut... Alors, c'est comme d'aller bronzer. C'est oublie que t'as aucune chance. Fonce. Si ce n'est que l'entraînement te permet quand même d'anticiper un maximum de choses. Le sport moderne, pas le ski alpin, mais le sport moderne, c'est pas le medley, mais la moyenne entre l'impact physique, le relâchement. Je prends tout le temps l'exemple de Roger Federer. On a l'impression qu'il force pas et son coup droit il part à 150 km/h et l'autre il est à 3 mètres. Et Nadal, c'est la même chose. Et en fait, le ski, c'est que il faut garder son relâchement en descendant et en même temps faut être hyper incisif sur les appuis. Donc c'est ce compromis là qui est hyper difficile à trouver et en fait tu le trouves un petit peu naturellement quand tu es dans un état de confiance où tu réfléchis pas trop, où tu fais ton truc et puis finalement ça se passe bien quoi. Et ça vient uniquement avec les résultats et c'est ce qui est le plus difficile à trouver dans le sport moderne et voilà, donc finalement tu as tous tes points techniques. Alors il y en a qui vont penser uniquement technique, il y en a ils vont penser à rien, il y en a ils vont penser uniquement physique, il y en a ils vont penser uniquement c'est la guerre, c'est la bagarre. Ça c'est vraiment très personnel. Si ce n'est que moi j'ai toujours comparé un peu le slalom à de la boxe parce qu'on boxe les piquets pour faire le moins de chemin possible. Donc c'est un peu un combat entre l'athlète, le chronomètre et le tracé. Tu viens de dire que tu boxes les piquets. Tu as des protections, du coup, tu as donc le casque, forcément. Donc on a le casque, il y en a beaucoup qui mettent une mentonnière. C'était ton cas? Non, moi je suis protège-dents, comme ça je les ai pas cassés. Ensuite, on a des protections sur nos bâtons, parce qu'en fait on boxe les piquets avec les mains. Et on a surtout des protections sur les tibias,
des protections en carbone parce qu'en fait on va quand même des vitesses assez importantes et on passe tellement proche des piquets qu'en fait on prend beaucoup d'angles et on les tape dans les tibias et du coup voilà, faut être quand même bien harnaché parce que un piquet à 60 km/h ça fait mal. Oui, parce que c'est vrai, comme tu nous l'as dit avant en off, ce qu'il faut, c'est que ça soit les skis et les chaussures qui passent dans la porte. Le corps, exactement. peut être... La règle, en fait, c'est qu'une porte, c'est un piquet intérieur, un piquet extérieur. On trace une ligne imaginaire entre ces deux piquets. Et en fait, il faut que les spatules des skis ainsi que les pieds, donc les chaussures de ski, passent dans cette ligne pour être validées. Donc, quand on voit que les skieurs, ils enfourchent, il y a un ski, une spatule ou une chaussure qui passe du mauvais côté, donc ils sont disqualifiés. Donc, du coup, il faut essayer de passer le plus proche possible des piquets. Parce que qui dit moins de chemin, dit forcément moins de temps. Mais qui dit moins de chemin, dit aussi plus de contraintes. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir gérer et ça vient avec la pratique, avec l'entraînement et puis plus on a tacto et plus on a ce feeling qui fait qu'on réfléchit un petit peu moins et que ça devient pas inné mais pas loin en tout cas. Et je reviens sur cette première manche. Toi, t'es parti. Donc, tu finis 7e. Mais ce que je voulais revenir sur plutôt ton départ. C'est quoi l'ambiance générale? Est-ce que tous les skieurs, il y a beaucoup de concurrence? Enfin, comment? Alors ça, c'est assez personnel. Sur mes débuts en Coupe du Monde, au début des années 2000, l'ambiance n'était pas forcément géniale. Il y avait l'Autriche qui dominait. Les mecs, ils étaient intouchables, ils disaient à peine bonjour et tout ça. Et dans le courant des années 2005 jusqu'à 2010, justement, il y a des Américains qui sont arrivés sur le circuit, un peu plus open, mentalité américaine. Et je trouve qu'ils ont fait du bien sur l'ambiance et tout ça. Et moi, je sais que je suis plutôt quelqu'un d'ouvert. Et ouais, j'aimais bien taper dans la main du mec qui part devant toi ou derrière toi au départ, lui dire bonne chance, sois fort. Et en fait, on se bat contre le chrono finalement, on se bat pas contre les autres. Et je trouve ça vachement plus sympa de bien s'entendre avec les mecs contre qui tu cours plutôt que de les insulter. Donc du coup l'ambiance elle est plutôt cool. Après il y en a qui sont vraiment dans leur bulle, qui parlent pas, il y en a qui sont hyper détendus, qui parlent à tout le monde. Moi dans ma manière de faire, vous êtes tous dans la même on est loge, vraiment tous... oui, puis c'est très restreint et puis souvent on est dans des grosses pentes machin et tout ça. Puis ça va super vite en fait parce que... Ça part à peu près toutes les minute 30 à peu près. Et moi j'étais plutôt détendu au départ et surtout je me concentrais vraiment que quand j'arrivais dans le portillon. Avant c'était plutôt de la discussion et... Donc tu es parti en quelle position sur la première manche? Je crois que j'avais ton dossard 4. Dossard 4. Ouais. Est-ce que c'est un avantage de partir dossard 4? C'est toujours mieux de partir devant. Parce que la en piste général, la piste est meilleure, donc c'est pour ça qu'on skie sur des revêtements très très durs. C'est qu'en fait, au fur et à mesure des passages, la neige elle s'use avec le passage, avec l'écart. Non, elles font. Ah non, elles font. Non, elles font pas. Non, c'est le passage d'écart qui abîme en fait la neige. Et plus la neige elle est dure, moins elle s'abîme, et plus les conditions vont être les mêmes pour tout le monde. Plus la neige est molle, plus ça va s'abîmer, et plus ça va faire des gros trous qui vont te faire passer de plus en plus loin du piquet et qui vont te déstabiliser énormément. Donc c'est pour ça que les meilleurs du monde partent devant. C'est pour bénéficier de la meilleure piste. Par contre, à la deuxième manche, c'est inversé. Donc voilà, c'est pour ça que les pistes doivent être le plus dur possible pour que les conditions soient régulières pour tous les athlètes. Oui, j'allais dire, il n'y a pas une dameuse ou je sais pas quel matériel qui passe pour refaire un... Non, parce qu'ils ont préparé vraiment la piste la semaine d'avant pour que ce soit très très dur. Et en fait, la dameuse, elle peut même pas passer dessus parce que c'est trop dur. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment... Ah ouais, tout à l'heure, quand je dis que c'est de la glace, c'est vraiment de la glace. La prochaine fois que vous allez faire du patin à glace, c'est la même chose. Donc du coup, première manche, tu pars 4e Ouais. et au final, tu finis 7e de la manche. 7e, mais à 1 seconde et demie, donc j'ai quand même bien la grinche en bas. 1 seconde et demie, on se rend pas forcément compte, c'est beaucoup. C'est très dur à rattraper 1 seconde et demie. Ouais, c'est très dur parce qu'en plus, en général, celui qui gagne la première manche, c'est quand même celui qui a le mieux skié, donc il a quand même de fortes chances de bien skier la deuxième manche. Donc tu pars déjà à la deuxième avec pas mal de retard. Dans le ski moderne, des fois, il y a 30 skieurs en 1 seconde et demie. Donc donc c'est vraiment très très serré, ça se joue à rien. Et oui, ce jour-là, alors il avait fait un écart le vainqueur de la première manche parce qu'il avait une demi-seconde d'avance sur le deuxième, mais moi j'étais quand même à 1 seconde du deuxième. Donc il y avait du boulot. Entre les deux manches, il se passe combien de temps? Alors entre les deux manches, donc première manche 10h, donc moi j'ai le dossard 4, donc je pars à 10h, entre 10h05 et 10h10. 10h10, c'est fini. On arrive en bas, on dessert vite les crochets, on enlève les skis, on mange, on se rhabille un peu. On va à un endroit qui est réservé pour les athlètes, qui est couvert. Et en fait, la deuxième manche, elle est à 13h. La reconnaissance de la deuxième manche, c'est en général midi et demi. Donc finalement, t'arrives au ce qu'on appelle le team hospitality où il y a tous les athlètes. Je sais pas, t'es parti à 10h, donc vers 10h15, 10h30. T'as 1h30 pour être tranquille. Donc hydratation. Tu manges un peu. Souvent, on débrief aussi avec les coachs qui arrivent mais bon, ils sont obligés d'attendre que la les course autres termine. Donc, travail vidéo aussi. Souvent, les coachs nous filment
pour faire un débrief un peu de la première manche. Et puis après, on se met en mode deuxième manche. Et puis il faut récupérer aussi, parce que la première manche, elle a laissé des traces. Donc petit footing quand les conditions le permettent. Sinon en général on amène un vélo Team Hospitality, on fait un petit vélo, un petit dodo, un peu d'étirement, et voilà quoi. La routine avant de se remettre en mode deuxième manche. Reconnaissance midi et demi, départ 13h. Alors quand tu dis reconnaissance, c'est-à-dire que le parcours a changé ? Exactement. Ils ont enlevé complètement le parcours de la première manche. Ils retracent un autre parcours qui a absolument rien à voir, et on fait de nouveau une reconnaissance pour savoir où on va mettre les pieds. Et puis ensuite c'est reparti pour la deuxième manche. Mais du coup, la piste qui avait été abîmée... Alors en général, les pistes sont assez larges, donc ils se débrouillent pour laisser un côté de la piste pour la première manche et laisser le deuxième côté pour la deuxième manche. Et donc toi, dans ton état d'esprit, t'es comment là après cette première manche ? Tu te dis que tu finis 7e, donc tu pars 23e, c'est ça ? 24 même. 24e ? Ouais. Après moi j'ai cette faculté à faire mon autocritique, mon bilan dans l'air d'arrivée, ça me prend 5 minutes et après je passe vraiment à autre chose. Si ce n'est que je suis au départ de la 2 et que j'ai pas grand chose à perdre. Je veux dire, il y a un moment où il faut vraiment que je me lâche parce que je sais que j'ai du retard à rattraper. Et donc je suis vraiment dans le mode attaquant 100%, me poser aucune question et prendre un maximum de risques pour essayer de faire la meilleure perf possible. Juste pour revenir un petit peu sur la physionomie de ma carrière, ça fait 1 an et demi que je suis dans le top 7 mondial. Je suis jamais monté sur un podium. Par contre, je suis monstre régulier, je suis tout le temps dans les 10. À chaque course, je suis dans les 10, mais je suis entre 4 et 10, quoi. Donc, ça me pète un peu les rouleaux, quoi. Je sais que j'ai le niveau pour pouvoir aller devant, mais je le fais pas, quoi. Sur 2 manches, en tout cas. Est-ce qu'il y a une part de chance dans ce type de course ? Alors, c'est Jack Nicklaus qui disait un jour, il rentre un putt, je crois, au British Open, il rentre un putt de 25 mètres, et il y en a un qui lui dit, putain, mais Nicklaus, la chatte que t'as. Et le mec va ramasser sa balle. Et il se retourne et il fait c'est marrant, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chatte. Et en fait, moi j'appelle pas ça de la chance, j'appelle vraiment ça de la réussite. Oui, parce que nos skis passent à 1 cm du piquet, puis un jour ils passent du bon côté ou du mauvais côté, mais c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de l'entraînement et ainsi de suite. Donc oui, il faut de la réussite en ski alpin pour réussir, parce que tu peux avoir un nuage qui te bouche la visibilité, tu peux avoir une rafale de vent et ainsi de suite. Mais les meilleurs du monde, ils vont vite dans toutes les conditions, dans tous les types de neige, sur tous les types de tracés. Et je pense en tout cas que ce jour-là, non, j'ai pas forcément eu de la chatte. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que tu observes tes adversaires ? Pas trop, non. Non, parce que finalement, ce qu'ils font eux, moi je m'en fous, ça a aucun impact sur ma performance à moi. Après, j'ai toujours observé, mais d'un regard critique, technique, en disant lui j'aime bien ce qu'il fait techniquement, lui sur telle portion j'aime bien, sur telle neige, donc essayer d'adapter ma technique pour prendre 2-3 trucs, mais par contre. Sinon, non, sur leur manière de gérer les courses et tout ça, pas forcément. Donc en fait, toi, dans ton état d'esprit, au départ de cette deuxième manche, dans ta tête, tu te dis, je lâche les chevaux, puis on verra ce que ça fait. Je me dis surtout, reste fidèle à ton tempérament, de battant, de guerrier, quoi, de rien lâcher, d'être un requin jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne, quoi, c'est jamais perdu. Et je me suis dit, livre-toi, donne tout. Est-ce que tu t'encourages juste avant le départ ? Est-ce que tu as des mots pour toi ? Est-ce que ton coach a des mots pour toi ? Alors les coachs, ils ont plein de mots. Alors il y a la partie purement stratégique sur la piste, parce que typiquement je pars 24e, donc il y a quand même 23 skieurs qui sont passés avant. Donc déjà regarder à la télé s'il y a des pièges, s'il y a des endroits qui passent pas bien, ainsi de suite, qui sont compliqués. Comment la piste elle évolue aussi. Et puis après il y a la motivation, mais qui arrive vraiment genre quand l'athlète devant toi il part, donc t'as 1 minute 30. Donc là, moi en général, j'écoute, mais je me rappelle pas de ce qui est dit. Après, j'ai des coachs qui m'ont dit des trucs, ça me faisait même marrer, tout ça. Mais c'est plus vraiment de la motivation. Et puis moi, par contre, je me parle un petit peu. Alors je me suis souvent dit pendant ma carrière, je me dis allez gamin. Et je me dis c'est maintenant. Alors ça, c'est un truc que je me suis beaucoup dit, c'est maintenant en fait. Tout ce que tu t'entraînes là, quand tu suis machin. C'est maintenant qu'on va voir si t'as des coucougnettes, c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est maintenant qu'il faut mettre tout bout à bout, quoi. Mais c'est pas du tout ça avec de l'appréhension et tout ça, au contraire avec alors il y a du stress, il y a le palpitant et tout ça, mais moi c'est plutôt quelque chose qui me galvanisait, quoi, et qui éveille un peu tes sens pour finalement repousser tes limites, parce que si tu dois repousser tes limites, c'est maintenant, quoi. C'est pas la veille, c'est pas le lendemain, c'est pas à l'entraînement, c'est vraiment maintenant. Et donc ce jour-là, c'est ça, deuxième manche, j'étais plutôt dans la gestion sur la première partie parce qu'elle était un peu compliquée. Et une fois que j'avais passé cette première partie, après c'était full attaque, quoi. Donc là, t'es dans les starts. Ouais. C'est quelqu'un qui te donne le départ ou c'est toi qui vas courir ? Alors en slalom,
En fait, on ferme le portillon, le starter il ferme le portillon et il te dit quand tu veux. Donc en fait, tu plantes tes bâtons et tu pars quand tu veux. Bah, tu attends pas 10 minutes en général. Il y en a, ils partent en 1 seconde. Moi, je plante mes bâtons, j'avais mon petit rituel machin, et juste avant de partir, je faisais mon petit cri, mon petit. Et hop, c'était quoi ton petit rituel? Oh, c'était, je remets mon masque, je tape dans les bâtons. À la Nadal ou pas? Non, Nadal il est complètement taré. Moi, c'était juste pour me marrer. Non, mais vraiment, c'était. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ce rituel en regardant les courses. Mais je le faisais pas. T'avais une routine, mais ouais, en fait, je remettais mon masque, je me tapais dans les bâtons et je me disais, allez maintenant. C'est parti. Envoie du gros. Et donc là, c'est parti. Ouais. Première partie se passe bien. Je fais pas une super première partie, mais qui était vraiment pas évidente. Il y en a beaucoup qui avaient fait des fautes, mais sans trop de dommages. Et par contre, à partir du milieu, on arrive. Donc il y a un grand mur. Un premier passage de route, un deuxième passage de route, la neige était vraiment très très dure. Et en fait, moi j'ai fait, sur la partie du milieu, j'ai vraiment fait une très très grosse portion. Alors attention, en ski, en tout cas moi ça m'est très rarement arrivé que les sensations soient en adéquation avec le chrono. En fait, il y a que le chrono qui compte. Que tu te sentes bien ou pas bien, on s'en fout. Combien il y a de courses où je me suis senti hyper bien et j'étais vraiment nul, et combien il y a de courses où je me suis senti trop mal et en fait j'étais bien. Donc là l'idée c'est de pousser jusqu'en bas, jusqu'à la ligne, je me bats comme un fou. Et en fait ma partie du milieu et ma deuxième partie, on le saura qu'après, hein. Mais ouais, je vais vraiment reprendre du temps sur le coureur qui est en tête et j'arrive en bas avec 7 dixièmes d'avance à peu près. Et donc là quand t'arrives en bas, il en reste plus que 6. Toi tu vois afficher. Moi j'arrive en bas, nous en fait on voit du vert. En fait, soit c'est rouge, ça veut dire que t'es pas premier, soit c'est vert, tu sais que t'es premier. Donc là, grosse explosion de joie, en me disant, bah voilà, j'ai fait le boulot, quoi. Au moins, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, tu attends de ce que vont faire les autres. Et puis, ouais, je me rappelle parce qu'en fait, quand j'arrive, je déchausse mon ski, je regarde la caméra parce qu'il faut quand même montrer son ski à la caméra. Et je regarde la caméra et je dis, allez, gamin, parce qu'en fait, c'est JB, je l'appelle gamin, et je sais que JB est au départ, et du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil parce qu'en fait, on s'entend hyper bien, on est très bons copains, et donc lui il a le dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de slalom. Donc moi je suis toujours été son premier supporter, donc je me dis moi j'ai fait le boulot, maintenant j'espère qu'il va faire le boulot aussi, et puis voilà. Quand tu parles de route, c'est qu'il y a un plat, c'est ça? En fait c'est des routes l'été dans la pente, et puis l'hiver la neige vient se mettre dessus, mais ça fait ça fait un mur, un replat, ouais, c'est ça, c'est un plat de terrain. Mais c'est des mouvements de terrain qui sont très marqués. Donc il faut tracer un slalom là au milieu, donc du coup c'est pas facile, c'est pas du tout linéaire quoi. C'est vraiment une piste très accidentée, et du coup il faut les gérer. C'est-à-dire que si on skie à 100%, c'est sûr qu'on tombe ou qu'on loupe des portes et tout ça. Donc il faut vraiment les gérer, et c'est là que rentre en compte la reconnaissance, c'est là que rentre en compte l'expérience. C'est qu'il faut essayer d'imaginer à cette reconnaissance à quelle vitesse tu vas arriver, est-ce qu'il faut freiner, est-ce qu'il faut tout lâcher, est-ce qu'il faut se donner un petit peu de marge sur la trajectoire, ainsi de suite. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que là tu pars 24e, ça veut dire que tu peux regarder à la télé. Exactement. Les 23 premiers. Alors pas les 23 parce qu'il faut t'échauffer et machin, mais tu t'en regardes quelques-uns. Donc ça veut dire que tu as peut-être un temps de plus pour analyser la... Tout à fait. En fait, c'est hyper important de regarder les autres. Donc tu as les informations que tu as eues à l'Arco, tu as les informations que les entraîneurs te font remonter au Toki, et puis il y a ton information à toi qui est quand même hyper importante, c'est de regarder la télé. De voir comment ça passe quoi, et des fois ça passe pas du tout comme tu as imaginé à l'Arco, et puis des fois ça passe exactement comme ça. Donc l'idée c'est d'emmagasiner un maximum d'informations pour que quand tu arrives dans ta manche, quand tu dois réagir au centième de seconde, ça se fasse naturellement et que tu aies anticipé les choses. Donc du coup, tu avais plutôt bien travaillé pour cette deuxième manche, hein, vu que tu arrives en bas avec du vert, comme tu disais. Alors j'arrive en bas avec du vert, alors je gagne pas la deuxième manche, mais je suis à 2 centièmes du meilleur temps de la manche. Donc ça veut dire quand même que je fais une bonne manche en partant 24e. Et puis après, je me mets dans le leader box et puis j'attends les... Oui, c'est ça, il y a une... Tu es sur un siège ou je ne sais quoi pour... Maintenant, alors à l'époque, c'était pas un siège. Non, c'était pas un siège. Non, t'es juste debout devant un truc avec tous les partenaires derrière. T'as une caméra qui te filme, et puis tu regardes t'as une télé pour regarder les gars qui descendent, et puis puis t'as la poupée vaudou, et puis tu... À part pour JB. Alors, JB était deuxième de la première manche. Mais bon, donc il y a le 6e, 5e, 4e. Donc en plus, il reste 3 Autrichiens. En Autriche, il reste 3 Autrichiens. Donc c'est un Autrichien qui a gagné la première manche. Les Autrichiens, ils sont 1-4-5, je crois. Ouais, 1-4-5. Donc celui qui part juste après moi, qui est 6e, il passe derrière moi, assez largement, plus d'une seconde. Le 5e, c'est un Autrichien, il enfourche. Le 4e, c'est un autre Autrichien, il enfourche. Le 3e, c'est un Croate, Ivica Kostelic. Mais il joue le combiné, parce que lui, il a fait la descente la veille, et il joue le combiné. Il fait une manche au frein à main pour bétonner son résultat du combiné, donc il finit 1 seconde derrière. Donc du coup là, médaille. Il reste plus que 2, donc déjà c'est mon premier podium. Donc là, t'es dans quel état? Donc déjà, je suis sûr d'être... Ah là, moi, je suis refait, là.
Non, je suis refait vraiment. Je me dis bon bah voilà, au moins tu t'as bien fait de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout. C'est un podium. Et donc JB au départ. Donc là, moi, je suis pas du tout partagé en me disant je veux qu'il sorte ou qu'il passe derrière moi. Moi, je suis pro JB. Je dis voilà machin. Donc JB, il a 1 seconde d'avance sur moi à peu près. Le haut de parcours, il gère pas, mais par contre, il fait une grosse faute, mais où il s'en sort très très bien, donc il perd pas grand chose. Et en fait, au dernier intermédiaire, il a encore 6 dixièmes d'avance. Et en fait, il franchit la ligne et il passe juste derrière moi. Donc il voit rouge, lui. 8 centièmes. C'est ça. Lui, il voit rouge. Et sa réaction, elle est géniale parce qu'en fait, au début, il est dégoûté. On le voit, il fait comme ça, il est dégoûté. Et en fait, après, il voit que c'est moi en tête. Et là, il lève les bras, machin, on se prend dans les bras. Le moment vraiment cool, quoi. Tu vois, la réaction vraiment cool. Il est juste derrière toi, ça veut dire qu'il est 3e. Donc, il est 3e au pire et moi, je suis 2e au pire. Et il reste un Autrichien qui a gagné la première manche. Et lui, il a 1 seconde et demie d'avance sur moi. Donc, un bon matelas quand même. Et donc là, on est derrière d'arriver. L'Autrichien part. Vous le regardez à deux On le regarde tous les deux, mais JB, il regarde même pas trop à la télé, je crois. Et en fait, l'Autrichien, à la porte où JB a vraiment failli se faire piéger, la 10e porte, lui sort. Donc là, voilà. Le bonheur. Bah là, le bonheur, on se prend dans les bras, on gueule. Moi, je sais pas ce qui m'arrive, machin et tout ça. Donc et finalement, c'est ce moment-là, et j'en discutais dernièrement avec Mathieu Fèvre. Et c'est exactement ça. C'est que finalement, depuis que t'es tout gamin, toutes les heures que tu passes à t'entraîner, en fait, c'est juste pour vivre ces moments-là, quoi. Et quand tu le touches, tu te dis putain, ouais, c'est quand même vraiment bon. Donc moi, c'était cool. Il y avait mes parents qui étaient là. Il y avait accessoirement, ce jour-là, il devait y avoir 25-30 000 spectateurs. Donc ouais, ça brasse, quoi. C'est cool. Alors, les Autrichiens, ils étaient tous au bout du rouleau. Il y avait pas énormément de bruit, hein. Mais vous en avez fait. On fait un sport individuel. Donc déjà, premier podium, je gagne au pays du ski. On est 1 et 2. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, honnêtement, c'était une journée de fou, quoi. C'était une journée incroyable. Vraiment. Encore aujourd'hui, hein. Bah, je me rappelle de tout, quoi, quasiment. Donc, on a les poils. Je l'ai re-regardé vachement à la télé, hein. Sinon, je me rappellerai pas de tous les détails, hein, mais... On voit la cassette d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Non, ça existe plus. Ça existe plus, les cassettes. Et donc après arrive le podium. Et bah après, voilà, donc la liesse, machin, on fait un peu les photos. D'abord le podium pour la caméra, les photos, machin et tout ça. Et puis après le vrai podium. En plus, à cette époque-là, c'était une remise des prix avec les 10 premiers. Donc il y a tout le monde, il y a tous les coachs. Et puis c'est la Marseillaise. Enfin, tu vois le truc cool, quoi. On imagine bien, ouais. On imagine. La chose, ça doit faire... Ouais, c'était vraiment partager tout ça avec tout le monde, c'était vraiment cool. Et puis, en fait, juste après Kitzbühel, il y a slalom de Schladming 2 jours après. Donc, on rentre pas à la maison. Parce qu'il y a quand même énormément de slalom où, en fait, on court le dimanche. Et une fois que la course a été terminée, on rentre vite à l'hôtel, on prend les sacs, on prend le bus et on rentre à la maison. Donc, c'est un peu moins facile de célébrer. Là, on était tous à l'hôtel le soir, on a bu un gros coup de champagne et on a pu aussi profiter tous ensemble de ce moment-là, quoi. Eh ben, écoute, ça, c'est une super belle histoire. Trop bien, les planètes alignées. Ouais, mais même pas, parce que finalement j'aurais pu faire la course parfaite et tout ça, mais je fais pas une très bonne première manche. Et puis les Autrichiens, ils m'ont quand même bien aidé ce jour-là parce qu'ils ont quand même bien tous craqué. Ouais, mais toi tu y as cru aussi quand même. Bon, après ils nous ont remis les pendules à l'heure 2 jours après à Schladming. Mais par contre voilà, moi c'était aussi finalement, il y a pas de suite logique dans le sport, mais c'était la validation de ce que je faisais depuis 2 saisons, quoi. C'était pas nouveau. Et puis ça a été alors c'est pas un déclic, mais en fait je me suis dit bon bah voilà, je suis capable de gagner. Et puis après la suite de la saison, elle a été aussi bien cool parce que on enchaînait quand même 15 jours après sur les championnats du monde en France. Et puis après voilà, sur une fin de saison où j'ai fait une grosse fin de saison, donc c'était cool. Donc c'était ta première médaille. Premier podium. Alors on dit pas des médailles en Coupe du Monde, on dit des podiums. Ouais. Mais ouais, premier podium, première victoire. T'avais une trentaine d'années, donc ça faisait 10 ans que t'étais pro. Exactement. Alors on est amateur nous dans le ski, hein. On n'est pas professionnel. On fait tout comme les professionnels, mais on a un statut amateur. Donc, mais ouais, depuis mes premiers pas sur le circuit de la Coupe du Monde, c'était mon premier podium et c'était 9 ans jour pour jour après mes débuts. Ouais. Entre temps, il y avait eu 2-3 petits passages par la case bistouri, hôpital, rééducation, comme 99,99% des skieurs. Mais c'est là qu'on mesure le temps qu'il faut du coup pour arriver à ce niveau d'excellence. Alors après, il y en a qui arrivent beaucoup plus jeunes, hein. Moi, je pense que j'y suis arrivé parce que j'avais, je pense, toutes les qualités physiques et mentales, mais je pense surtout que j'ai toujours été têtu. J'ai jamais rien lâché, c'est aussi mon leitmotiv. Je me suis aussi construit dans les moments difficiles, c'est-à-dire que les moments difficiles, plutôt que de me mettre la tête sous l'eau, ils m'ont aussi renforcé mon caractère, mon état d'esprit, mon mental, ils m'ont rendu plus fort. Alors quand j'entends des sportifs ou des personnes qui disent qu'ils se sentent plus forts après la blessure, moi ça n'a jamais été plus fort physiquement.
toutes mes blessures m'ont vraiment fortement amoindri physiquement, mais par contre elles m'ont vraiment renforcé psychologiquement. Et ce qui fait la différence au niveau, c'est pas le niveau technique, c'est pas le niveau physique, c'est le niveau mental. Si ce n'est que au très haut niveau, celui qui a le meilleur mental, c'est aussi celui qui a le meilleur physique, c'est aussi celui qui a la meilleure technique. Et ainsi de suite. Ce que tu veux dire, c'est que souvent, c'est ça qui va faire la différence. C'est ce qui fait la différence pour tout le monde. Les plus grands champions, c'est ceux qui, on parlait de Nadal tout à l'heure, le tennis, je veux dire, il y a un moment où c'est pas pour rien, si les mecs, qui font la différence à 5 partout, ils font le break et puis après, ils gagnent le set, quoi. Donc c'est ça. Et en ski alpin, c'est la deuxième manche. Quand on inverse les dossards, quand t'as gagné la première manche et que tu fermes le portillon, nous on utilise cette expression fermer le portillon, t'es le dernier en haut. Là on voit si t'as ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et finalement, moi je me suis construit dans des moments difficiles physiquement parce que les blessures. Des moments difficiles psychologiquement parce que les moments un peu durs de la vie et puis les contre-performances aussi et ainsi de suite. Donc je me suis vraiment forgé mon caractère là-dedans et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai réussi à durer dans le temps. Alors peut-être pas au très très haut niveau, mais en tout cas au haut niveau. Et ouais, j'ai trouvé ça fascinant finalement parce que je le dis très souvent, mais d'être têtu, ça paye. Mais faut être très têtu, quoi. Faut rien lâcher, faut être c'est une vraie qualité. Alors c'est par contre pour les gens qui sont autour de toi, c'est pas facile tous les jours. Mais finalement, sur la durée, ça paye, donc c'est cool. Et du coup, cette première gagne, quoi, ça marque vraiment un tournant. Enfin, est-ce que c'est vraiment le début des suivantes ? Est-ce que ça te renforce beaucoup mentalement ? Alors bon, déjà, moi, j'en ai vraiment profité en disant, déjà, j'ai gagné, ce qui est quand même pas le cas de tout le monde. J'en ai profité un maximum. J'ai continué sur ma lancée au championnat du monde en France parce que j'ai quand même ramené 2 médailles, donc je surfais aussi sur justement cette confiance et ainsi de suite. Combiné après championnat du monde, je monte sur le podium alors que j'ai jamais fait de podium. Le slalom après championnat du monde, je le gagne. Le dernier slalom de la saison, je termine 2e. Donc là j'étais je réfléchissais plus à rien, quoi. Hein. Je faisais juste les choses. J'étais dans le timing, je réfléchissais à rien et puis ça se passait naturellement. Donc ça c'était magique. C'est finalement des états, alors c'est pas des états de grâce, mais des états que n'importe quel sportif souhaite un jour vivre dans sa vie. C'est très difficile à expliquer parce qu'en fait, moi, j'ai rien changé dans ma manière de faire. Si ce n'est que j'étais mentalement, on parle de confiance et tous les sportifs parlent de confiance. J'étais en confiance. Et en fait, la confiance, on perd pas d'énergie, on réfléchit pas. Les choses coulent de source. On est dans le bon timing. Pourquoi ? Aucune idée. Par contre, profite et puis voilà, c'est vraiment ça le truc. Pourtant, t'as quand même une grosse blessure après. C'est en 2012 ou 2013 ? C'est en 2011 en fait. Donc 2011. Ma saison d'après, je fais une très bonne saison. Je termine 2e mondial. Je me bats jusqu'à la fin de saison pour le globe de cristal, mais avec un Autrichien, voilà, qui était plus fort que moi. Il y avait absolument aucun problème. Et la préparation pour la saison 2010-2011, j'ai un de mes genoux qui avait été opéré, qui commence vraiment à me faire souffrir. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est que c'était pas un accident, c'était sur de l'usure. Et du coup, j'étais obligé d'avoir une grosse opération au printemps 2011 et qui m'a éloigné des pistes de Coupe du Monde pendant plus de 2 ans. C'est ce que je voulais un peu annoncer. C'est beaucoup les genoux au ski qui prennent les hanches peut-être ou... Alors, donc on a les chaussures de ski rigides qui montent jusqu'au milieu du tibia. Donc la première articulation qui est au-dessus, c'est les genoux. Donc le ligament croisé antérieur, il prend très très cher. On se faisait une petite anecdote. On était au mariage d'une copine il y a 2 ans. On était 15 à une table. Il y avait 27 croisés. Juste pour non mais c'est les chirurgiens ont du boulot quand même. Non mais ouais, vraiment c'est un truc de malade. Honnêtement, en ski alpin, c'est un truc de fou, quoi. Ça fait partie direct du jeu. Toi, t'as pété les 2? Moi, j'ai fait les 2. Ça fait partie direct du jeu. Les techniques ont vraiment évolué, donc on récupère bien et tout ça. Mais par contre, ça prend du temps. Le problème c'est que c'est 6 mois, donc ta saison elle est terminée. Donc moi, j'ai fait les 2. Après, il y a aussi quand même pas mal de fractures de tibia. Parce que il y a la chaussure de ski qui tient la cheville et ainsi de suite. Il y a aussi moi je me suis fracturé la cheville aussi en ski, en chute. Les hanches ça existe mais c'est quand même nettement plus rare. Et après il y a beaucoup de pathologies au niveau du dos parce qu'en fait on est toujours en dissociation, il y a beaucoup de contraintes, on skie sur la neige très très dure. On a quand même des bons poteaux à la place des cuisses parce qu'il faut être extrêmement puissant, qu'il faut un gros gainage et quoi il y a beaucoup de hernie discale, beaucoup de douleurs de dos. Non mais donc 2011, t'as cette grosse opération du genou. Et donc, comme tu l'expliquais tout à l'heure, mentalement, ça te renforce et c'est grâce à ça aussi que tu poursuis. Alors celle-ci, elle m'a renforcé, mais elle a mis du temps à me renforcer quand même parce que donc j'avais une désinsertion du quadriceps de la rotule, donc c'était une opération qui était un peu inédite où il y avait pas de marche à suivre.
Donc au bout de 6 mois, on m'a dit l'opération elle a pas marché machin. Donc bon, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis à un moment, je me suis dit que de toute façon, l'objectif c'était juste de pouvoir avoir une vie normale, de pouvoir refaire du sport normalement. Et puis petit à petit ça allait mieux. Et puis j'ai pu refaire du ski. Et puis j'ai pu me remettre dedans. Et puis finalement, j'ai bien fait d'être têtu parce que j'ai pu revenir dans le top 10 mondial. Et puis finalement, ma carrière qui aurait dû s'arrêter en 2013, elle s'est arrêtée en 2021. Donc j'ai toujours dit c'était du bonus quoi, parce que finalement ma carrière était déjà faite, j'avais déjà vécu des bons moments, et j'avais déjà gagné, j'avais déjà des médailles. Et puis voilà, alors je suis pas remonté sur un podium en individuel, mais j'ai fait plusieurs 4e places. Je suis devenu champion du monde par équipe. Voilà, j'ai vécu des moments quand même assez incroyables. Et puis j'ai profité de ces moments jusqu'au bout et jusqu'au dernier moment quoi. Il y a eu aussi un petit salto dont tu nous as fait le remake. Ouais. Alors ça c'était pas voulu. Hein. Moi, c'était voulu sur le défi, mais pas voulu. Mais ce qui est marrant sur la jeune génération, c'est qu'en fait, eux, ils ont connu ça, mais ils ont pas connu les médailles et tout ça. Mais ouais, c'était au final à Méribel, j'ai fait ce qu'on appelle donc maintenant une lise roulade, puisque la marque est déposée. Elle est bien celle-là. Et ouais, j'ai les bâtons qui ont glissé, qui ont ripé au départ, et en fait, j'ai été emporté par mon élan et j'ai fait une roulade. Donc voilà, c'est sûr que ça a été vu et revu sur internet. T'aurais peut-être pu avoir une carrière de gymnaste aussi. J'aurais pu, non mais mes repères dans l'espace sont pas très bons. Par contre, le réflexe que j'ai, parce que je suis beaucoup tombé dans ma carrière de sportif, c'est que quand t'as un problème, mets-toi en boule et ça roule. C'est exactement ce que t'as fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tu as mis un terme à ta carrière donc à 41 ans. Ouais. Une carrière de skieur, c'est est-ce qu'on va dire à 41 ans tu es vieux? Alors ouais, je suis très vieux. Pour un skieur, hein, bien sûr. Pour un skieur, bien sûr. Je suis très vieux dans mon corps, mais très jeune dans ma tête. Donc du coup, ça compense largement. Et ouais, j'étais le doyen du circuit. Mais en même temps, l'expérience, ça aide aussi parce qu'on a vu cet hiver que Johan Claret, qui venait de fêter ses 40 ans, est monté sur le podium de la descente de Kitzbühel. Et il est devenu le skieur le plus âgé à monter sur un podium de Coupe du Monde. Donc ça marche. C'est possible. Et puis si on peut donner un peu de l'exemple ou du baume au cœur à ceux qui grincent un peu, voilà, avec un peu d'huile de coude et avec un peu de motivation, ça peut le faire. Et donc cette retraite, tu nous le disais tout à l'heure en off, elle était pas spécialement anticipée. C'est juste non, pas du tout. T'as senti que c'était le moment. Ouais, je commençais à moins m'épanouir, surtout j'avais moins de résultats et finalement moi la compétition ça a toujours été pour les résultats, pour le plaisir de ce que ça engendre, mais pour les résultats. Et c'est sûr que depuis la saison dernière c'était plus compliqué parce que physiquement moins d'explosivité, un peu plus de fatigue. Et la saison dernière c'est vraiment terminé en queue de boudin parce qu'il y a eu le confinement, qu'on est rentré chez nous du jour au lendemain et moi ça m'embêtait d'arrêter comme ça, donc du coup j'ai décidé de repartir pour une saison. Et puis j'ai eu un début de saison un peu compliqué et voilà, c'est venu naturellement. Je suis arrivé à la fin du mois de janvier et je me suis dit allez, ça va être la dernière et puis voilà, ça s'est super bien passé. Les copains, ils ont été bons, ils sont montés à 2 sur le podium et moi j'en ai profité un max, donc c'était vraiment une belle journée en plus. En tout cas, nous on a bien regardé ta dernière descente de ta carrière. Du coup, on était devant la télé ouais. Avec Clément et Ophé. Et ouais, et pour la petite anecdote, en fait, moi dans mon imaginaire, ma retraite c'était toujours un jour je vais franchir la ligne, je vais déchausser mes skis, je vais dire c'est terminé. Et puis j'ai lu le bouquin de Martin Fourcade au printemps, j'en ai discuté avec lui aussi, et parce que lui avait arrêté au printemps dernier et il avait été aussi forcé d'avancer d'une semaine parce que les courses en Norvège étaient annulées. Donc et lui m'a dit pour moi c'était hyper important de prévenir, en fait de dire à mes proches, mes partenaires mais aussi le grand public que ça allait être mes dernières courses. Il dit je pense que c'était quelque chose d'important et en fait c'est pour ça que j'ai complètement changé d'avis et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça parce que finalement je pense que tu regardes pas du tout la course de la même manière et puis ne serait-ce que par rapport au respect de toutes les personnes qui t'ont soutenu et puis même à l'amour et à l'amitié de tes proches, je pense que c'est cool qu'ils puissent être témoins de ça en tant que dernière. Et du coup, je suis hyper content de la manière dont ça s'est passé parce qu'on a fait une petite vidéo marrante et du coup, les gens ils ont regardé ça avec un petit peu d'émotion, un petit peu de nostalgie, mais ouais, c'était un moment qui était cool quoi. Et puis moi, j'en ai profité au maximum et ouais, c'était un bon moment partagé avec toute l'équipe, c'était cool. Ouais, et même la réalisation, ils ont été sympas avec toi, ils sont restés braqués sur toi longtemps pour que tu puisses faire tes adieux et tout ça. C'est vrai que c'était ouais, et ça je savais pas du tout. Alors et du coup, en fait, j'arrive en bas, alors j'essaye de faire vite un bisou à la caméra parce que souvent, en général, ils repartent direct en haut. Et en fait, ouais, ils ont été super sympas. Et puis, ouais, ils ont fait exprès. Et puis, il y a tous les coureurs qui étaient déjà arrivés en bas, qui étaient donc au Team Hospitality, qui sont ressortis, qui sont venus me voir et tout ça. Donc, ouais, alors il y avait pas de spectateurs. Normalement, à Schladming, il y a 50 000 personnes. Donc là, il y avait pas de spectateurs. Mais ouais, j'en ai vraiment profité un max. Et c'était cool, ouais. Ce moment aussi un peu d'osmose et de symbiose avec les autres coureurs. Parce qu'en fait, c'est juste tes copains, quoi. Tu les vois toute l'année. Avec tout le circuit de la Coupe du Monde. Et ouais, j'en ai profité jusqu'au bout. On n'a pas pu faire une méga bringue.
Mais on la réserve pour le printemps ou en tout cas dès qu'on aura le droit de la faire, quoi. En tout cas, félicitations Ouais, pour bravo. l'ensemble de ta carrière. Hein. Merci Franchement, beaucoup. Magnifique. nous, on est très très honorés Félicitations, ouais. d'avoir pu partager ces moments avec toi. On est un peu des privilégiés, donc franchement, Ouais, ça merci fait ça Puis fait bon, chaud au je cœur. tiens quand même à vous dire que je vous ai mis une fessée parce que du coup la gagne podcast, j'ai quand même gagné et c'est quand même le principal, c'est quand même le clou de la journée, quoi. Ok, bon, 2021, donc l'année du renouveau. Non, l'année de la retraite. L'année de la... Ouais, ok, mais du coup, il y a quoi après? Alors après, c'est la grande question du moment. Acteur à Hollywood, on m'a dit. Moi, Alors moi j'aimerais bien, mais alors, par contre pour l'instant j'ai eu 0 retour, hein, donc. Pourtant, non, t'es vraiment bon. Non mais moi j'aime bien non mais le jeu d'acteur c'est quelque chose qui me plaît, tout ça. Alors de là être acteur à Hollywood il y a un peu une marge, mais non je me vois bien faire pas des courts-métrages, mais voilà, des petites vidéos et tout ça. Donc je pense que mais ça sera pas une reconversion, ça sera un loisir. Après, j'ai envie de prendre le temps de couper, de permettre à mon corps de récupérer et puis de prendre le temps de savoir ce que j'ai envie de faire. Donc je vais pas me reconvertir demain matin. Je vais laisser le printemps un petit peu et puis voilà, essayer d'envisager la suite un petit peu. Eh ben écoute, Julien, nous on a une dernière question à la Gagne Podcast. C'est une question signature. Si tu devais décrire ta gagne, ce podium, en 3 mots, lesquels seraient-ils? Ça c'est pas facile. Je dirais émotion parce que je dis juste le mot, j'explique pourquoi. Tu peux expliquer. Non, émotion parce que c'était finalement une vraie finalité, quoi. Gagner une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Après, abnégation parce que c'est le symbole de pourquoi je suis arrivé à gagner finalement, c'est parce que j'ai rien lâché. Et le troisième mot, alors c'est le 2 en 1, c'est passion plaisir, c'est que moi c'est ce qui m'a toujours fait triper et que ce jour-là c'est encore plus trippant, quoi, parce que du coup il y a le truc au bout, quoi. Il y a la cerise en haut du gâteau et ouais c'était magique. Merci Julien pour cette interview. Moi j'ai une petite dédicace à mon beau-frère qui était grand fan de toi. Il était skieur quand il était jeune et l'exemple, le modèle c'était toi, donc je lui fais une énorme dédicace à lui, Alex. Bise Alex. Et la bise Alex et à très bientôt sur les pistes. Maintenant je vais avoir un petit peu du temps si tu veux prendre une pilule. Le rendez-vous est pris, j'en suis sûr qu'il viendra. Merci beaucoup. Jules. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Ciao ciao. Salut. Merci à vous les winners. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment chaud au cœur. Vous avez même réussi, le temps d'un instant, à nous classer parmi les meilleurs podcasts de la catégorie sport. Pour nous soutenir, vous le savez, il est très important de vous abonner, de mettre des étoiles et un petit commentaire en fonction de la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez. Et surtout, le plus important, suivez-nous et partagez-nous sur Instagram et sur Facebook. Nous réalisons depuis peu des défis avec nos invités. Les vidéos sont disponibles sur Instagram et sur Facebook. Rendez-vous mercredi soir 19h sur les réseaux pour visionner le défi gagne de Julien. À lundi prochain pour un nouvel épisode les winners. D'ici là, n'oubliez pas d'avoir la gagne.